Alors, comme il vient d'être dit, mon intervention sera très réglementaire, donc je m'en excuse par avance. Mais pour reprendre et filer la métaphore qui a été développée tout à l'heure par le professeur Sherman, Marty McFly n'aurait pas pu retourner en 1955 sans avoir une DeLorean qui roulait au plutonium. Et donc, pour rouler au plutonium, il faut une mécanique bien huilée. Et justement, cette réglementation sur les archives permet d'avoir une mécanique bien huilée pour permettre le partage le plus large possible des archives au public et aux utilisateurs et aussi aux chercheurs. Alors, comme le disait Françoise Banat-Berger en introduction, il y a entre le musée du Louvre et les archives nationales des points communs. Ce sont deux créations presque révolutionnaires, mais il y a aussi des différences. Les premières différences, ce sont des différences d'abord sémantiques. Le vocabulaire utilisé par nos collègues de musée et nous autres archivistes n'est pas forcément le même, et certains termes peuvent parfois nous induire sur des pistes assez différentes. Le mot le plus, je dirais, significatif dans cette différence, c'est peut-être le mot inventaire, qui ne correspond pas du tout à la même réalité pour un archiviste que pour le personnel des musées. Alors, je vais revenir sur ce que sont et ce que constituent les archives, qui seront, nous l'avons dit, des sources pour les chercheurs et qui sont effectivement des biens patrimoniaux, comme le rappelle une circulaire, qui est une circulaire assez fondatrice pour les personnes qui travaillent dans les missions des archives de France au sein des ministères et notamment à la culture, c'est que les archives sont un enrichissement ininterrompu de fonds au fil des générations, et cela leur confère une valeur patrimoniale indiscutable à l'égal des collections des musées et des bibliothèques. Donc nous sommes bien face à deux types de biens patrimoniaux, de nature, de supports différents, mais bien des biens patrimoniaux. Et donc, si les archives ont un intérêt essentiel pour la recherche, ils ont aussi un intérêt, je dirais, plus large, notamment au niveau démocratique. Puisque l'intérêt des archives, c'est aussi d'être parfois probante, de témoigner de l'activité d'un service public, et les musées sont des services publics, et le partage de ces archives est un enjeu qui, comme d'ailleurs l'a dit ma collègue juste avant moi pour le Rijksmuseum, est un enjeu qui parfois pousse à l'ouverture, à la numérisation et au partage de métadonnées au plus grand nombre possible. Ce partage induit aussi une fiabilité nécessaire pour permettre d'avoir des recherches et surtout trouver des informations les plus, là aussi, fiables possibles. Et puis enfin, comme service public, le musée doit continuer à gérer des collections qui sont parfois depuis des décennies, voire des siècles dans ses murs, et une bonne gestion des archives va permettre de continuer à gérer au mieux ces collections. Alors, que sont, les archives des musées? Alors, les archives des musées, que ce soit d'ailleurs des musées nationaux ou territoriaux, sont des archives publiques. La législation française est assez stricte sur cette qualité d'archives publiques. C'est le Code du patrimoine et son livre 2, qui est le livre consacré aux archives, qui le définit plus particulièrement. Ce sont les documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, et les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public. Donc nous sommes, quand nous travaillons dans un musée, producteurs d'archives publiques, et cela induit un certain nombre de règles qui sont, par exemple, la bonne conservation de ces archives, mais également un certain nombre de devoirs envers l'administration des archives et les archives de France, comme par exemple l'élimination contrôlée et un discours constant entre la fonction archive, qui est censée toujours exister dans les établissements, et les personnes qui sont chargées de ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives. Alors, un grand nombre d'utilisateurs, de chercheurs dans les archives font parfois des distinctions entre archives administratives, archives scientifiques, archives muséales. Ce sont des distinctions que nous, archivistes, ne faisons pas, puisque dans chacune des branches qui forment
un établissement type musée, il peut y avoir des informations qui sont conservées qui seront utiles pour la recherche. On parlait tout à l'heure, Françoise Mardrus parlait notamment de toutes les recherches autour de la muséologie. Eh bien, les marchés, par exemple, autour de l'installation, de toute l'installation de vitrines, de toute la muséologie, de la muséographie du musée, seront des sources précieuses pour voir l'évolution de la présentation au public des collections d'un établissement. Et de fait, la réglementation sur les archives et le Code du patrimoine ne fait aucune différence entre ces différentes archives. C'est pour nous un fonds unique, intègre, et qui permet dans son ensemble de comprendre la globalité, dans sa globalité, le fonctionnement de l'établissement. Alors ces règles concernant les archives publiques, et notamment les archives des musées nationaux, sont assez nombreuses. Alors, je suis désolé pour cette slide un peu assommante. Elles sont d'abord, il y a beaucoup de règles d'ailleurs, elles sont imprescriptibles et inaliénables. Donc quand elles sont dans le domaine public, on ne peut pas à aucun titre les en séparer. Donc ces archives publiques restent publiques. Et il est donc essentiel, et c'est aussi là que nous travaillons beaucoup avec nos correspondants archivistes dans les musées, que les producteurs d'archives ne partent pas avec leurs archives, mais les laissent pour leurs successeurs, afin de permettre notamment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une fiabilité et une continuité de l'information. Elles sont soumises, donc, je le disais également, au contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives. Donc pour les musées nationaux, c'est le service que je dirige qui en a la responsabilité et qui est là aussi pour apporter une aide, une expertise, parfois de la méthodologie, pour gérer ces fonds. Et puis, elles sont soumises aux règles de traitement, de conservation et de gestion des archives publiques, que ce soit en termes de collecte, pour éviter justement la dispersion des fonds, de tri, de versement, d'élimination, de communication, tout ça pour fournir une information fiable et non redondante à l'ensemble des citoyens. Enfin, et ça c'est un point qui est extrêmement important, je pense, dans les musées, même si l'archiviste et souvent les musées d'ailleurs ont une volonté de communiquer le plus largement possible leurs fonds et au plus grand nombre, il y a cependant des règles sur la communicabilité qui existent et qui visent à protéger à la fois la sécurité des biens mais aussi des personnes, ainsi que la vie privée des personnes. On a parlé tout à l'heure justement du partage de données par Internet notamment. Il ne faut pas que ce partage, aussi vertueux soit-il, ne nuise en quelque manière que ce soit à des personnes privées ou à des institutions. Enfin, ces archives publiques ne peuvent être conservées par les musées que quand elles sont définitives, donc quand elles sont historiques, que par accord des Archives de France, et de la même manière ne peuvent être confiées à des prestataires privés sans accord des Archives de France. Donc, ces différentes règles ont d'ailleurs poussé la mission à gérer de nombreux chantiers sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, notamment en cas de dissolution des établissements. C'est le cas, par exemple, pour le Musée national des arts et traditions populaires, dont le MUSEM a hérité des collections, mais pour lequel les archives ont été versées aux archives nationales. Alors, comme je le disais, le principe qui prévaut pour les archives, c'est la libre communicabilité. Donc toute initiative qui verrait une communicabilité accrue est une chose qui ne peut être qu'accueillie avec bienveillance. Et ce sont des principes qui sont rappelés dans le Code du patrimoine et qui étaient déjà, en quelque sorte, initialement prévus lors de la création des archives nationales pendant la Révolution, puisque l'idée était de donner aux citoyens l'accès à toutes les sources auxquelles ces impôts, notamment, pouvaient donner lieu. Alors, il est important de rappeler que si, en effet, les musées produisent et conservent donc des archives publiques, les musées peuvent aussi posséder des archives privées. Le professeur Sherman l'a dit tout à l'heure, avec le fonds Dickens, qui doit être un fonds absolument merveilleux, et qui, comme il le disait, n'est pas forcément un fonds qui est particulièrement bien connu des chercheurs.
Or, la distinction entre archives publiques et les archives privées est de première importance car elle justifie des modes de gestion différents. Les fonds privés peuvent rentrer dans les établissements muséaux de manière tout à fait différente, par voie de don, par voie de legs, de dation, etc. Et les musées en sont propriétaires. Donc ils ont normalement une beaucoup plus grande liberté quant à la gestion de ces fonds. Mais l'important, et c'est justement tout l'intérêt aussi des intérêts des centres de recherche, c'est de permettre une meilleure connaissance de ces fonds d'archives privées. Nous-mêmes, à la mission, dans nos rapports avec les différents musées nationaux, nous voyons souvent que des établissements musées conservent des fonds d'une richesse extrême, des fonds d'atelier, par exemple, et ces fonds ne sont pas forcément connus par les chercheurs. Donc là aussi, cette distinction de nature entre archives publiques et archives privées va impliquer des modes de gestion différents et malgré tout un mode de communication et de valorisation de ces fonds qui peut en revanche se rapprocher. Enfin, et ça aussi c'est une distinction importante pour nous, la différence entre archives et documentation. Les archives sont des documents probants, des documents originaux, uniques, en tout cas dans la majeure partie des cas. La documentation, elle n'a pas cette valeur probante. Dans les musées, de nombreux services de documentation existent, notamment la documentation des œuvres, et là aussi, c'est une question que les archivistes et nos collègues musées se posent, d'ailleurs ensemble depuis un moment, et notamment avec le réseau Archives en musée sur lequel je reviendrai, pour savoir comment gérer ces deux types de sources dont la nature pourrait laisser induire qu'ils sont semblables, alors qu'en réalité, l'information qu'ils contiennent ne l'est pas et n'a pas la même valeur. Bien évidemment, ce sont deux métiers qui se rapprochent, des métiers cousins entre documentalistes et archivistes, mais qui impliquent des modes de gestion différents. Et c'est aussi un des enjeux lorsque sont créés des centres de ressources de recherche dans des musées, c'est de voir comment s'articulent ces deux types de documents. Alors, pour aider à gérer ces fonds qui sont extrêmement riches et précieux, les archivistes se sont dotés de moyens et d'outils depuis des années qui ont fait leurs preuves, je dirais, et sur lesquels je vais m'attarder quelques instants. D'abord, le plus important, c'est un moyen humain. Alors, ces moyens humains, ils sont extrêmement importants et ce sont vos correspondants archives au sein des musées. Vanessa est à côté de moi, c'est quelqu'un qui est essentiel au fonctionnement du Louvre, je dirais, elle ne dira pas le contraire, et qui est là pour informer, conseiller, assister les agents dans le traitement de leurs dossiers, qui va également mettre à jour les outils qui permettront aux producteurs d'archives de pouvoir s'y retrouver, et qui vont également gérer, et là on est là dans l'idée de modernisation de l'administration et de la continuité de services publics, de gérer le pré-archivage de dossiers. Je parlais des marchés tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Il y a des dossiers de personnel qui sont aussi extrêmement intéressants, et de permettre l'application du Code du patrimoine et de son livre 2 dans les meilleures conditions possibles. Il y a également des outils sur lesquels on peut s'appuyer. D'abord des référentiels, comme sont les plans de classement, qui permettent d'avoir une idée du fonctionnement du musée. Également des tableaux de gestion, je vous en montrerai un tout à l'heure, juste après. D'ailleurs, les auteurs ils sont dans la salle. Et puis des guides d'archivage qui sont destinés au personnel des musées et qui vont permettre justement de, quelque sorte, de préparer le travail de l'archiviste en informant sur les pratiques à mettre en place le plus en amont possible. Alors, l'outil, je dirais, le plus important, c'est ce qu'on appelle le tableau de gestion ou calendrier de conservation, qui est un outil, alors celui-là, c'est celui de l'établissement public du château et domaine de Fontainebleau, qui est quasiment même abouti, il nous reste très peu de choses à voir dessus. Et on voit, alors là, il y a beaucoup de versements qui sont prévus aux archives nationales dans ce tableau de gestion. On voit par typologie et suivant la plupart du temps l'organigramme de l'établissement ce qu'il doit advenir des documents. Donc on leur donne ce qu'on appelle une durée d'utilité administrative. C'est la durée pendant laquelle les documents sont utiles pour le producteur.
et puis une durée de pré-archivage pendant laquelle on garde près de soi ces documents, puisqu'on peut toujours en avoir besoin dans le cadre de la continuité de service. Par exemple, les procès-verbaux de séance de conseils scientifiques peuvent être assez utiles pendant la durée d'utilité administrative qui leur est destinée. Et ensuite, on voit ce qu'on appelle le sort final, c'est-à-dire ce qu'il doit advenir du document, est-ce qu'il doit être détruit, puisque trop d'informations, et c'est aussi un écueil qui peut arriver, trop d'informations ne permet pas d'avoir une information fiable et d'avoir des recherches facilitées, et ce qui peut être échantillonné, c'est-à-dire ce qui représentera un intérêt, non pas dans sa globalité, mais par échantillon, et sur lequel les chercheurs pourront travailler de manière un peu plus statistique, et enfin ce qui doit être versé dans sa globalité, puisque là, ce sont des sources uniques qui auront un intérêt patrimonial majeur pour retracer l'histoire de l'établissement. Alors c'est une démarche quotidienne, oui, j'utilise très peu de photos, mais quand je les utilise, c'est plutôt pour redresser l'attention. Je savais que mon propos allait être un peu lourd. Donc une démarche quotidienne pour éviter ce que vous avez derrière vous. Alors je vous rassure, ce ne sont pas les archives du Louvre. Je tairai l'endroit où nous avons dû traiter ces monceaux de carton. Mais comme le disaient Anne-Solène et Françoise en introduction, la mission est appelée souvent, c'est un peu, sur un autre film, c'est un peu comme les Ghostbusters, c'est-à-dire qu'on nous appelle quand il n'y a déjà plus d'espoir et on se retrouve face à ces monstres qui nous attendent au détour d'une salle de tri. Et donc la mission est amenée, alors je vous rassure aussi, dans certains cas, les chantiers se passent beaucoup mieux. On a parlé du déménagement des archives des musées nationaux tout à l'heure, avec l'aide de l'équipe du service des archives des musées nationaux. Ah non, justement, c'est ce que j'allais dire. Heureusement que ça n'était pas comme ça. Et heureusement, le personnel des AMN nous a beaucoup aidés. Les fonds étaient bien mieux traités depuis très longtemps dans le cadre de ce déménagement. Et évidemment, d'autres déménagements d'ampleur moindre que celui-là, par exemple récemment avec le château de Rambouillet, qui nous a permis de récupérer les archives de 200 ans d'histoire du château de Rambouillet et de ses collections, ce qui est un beau chantier qui est en cours de classement à la mission des archives. Et pour éviter ça, a été mis en place à partir de 2013, donc piloté par la mission des archives, mais avec l'aide précieuse de nos correspondants au sein des musées, dont Vanessa d'ailleurs est un membre éminent, mais aussi avec le pilotage toujours bienveillant et efficace de mon adjointe Audrey Clergeau, qui est dans la salle, et qui, contre vents et marées, réussit à faire vivre ce réseau qui, alors, aujourd'hui, voilà, c'était aussi pour vous forcer à travailler un peu les cervicales, parce qu'on est en fin de matinée, je n'ai pas réussi à la mettre dans le bon sens, donc est un réseau qui compte 115 membres, dont la grande majorité des musées nationaux, et qui permet de travailler sur des pratiques communes aux agents des musées, qu'ils traitent des archives, bien évidemment, mais pour les aider à la fois sur justement la construction de référentiels pour l'archivage, tels que plan de classement, tableau de gestion, guide d'archivage, et puis également diffuser des vadémécums pour l'harmonisation des pratiques et essayer de faire prendre en compte aux établissements de l'importance des archives pour la vie et la recherche dans un musée. Le dernier vadémécum étant en dernière phase de relecture et devrait paraître bientôt, c'est gérer les archives privées. Il en restera 2 autres ensuite à publier. Je remercie d'ailleurs les membres du réseau qui sont là et qui apportent leur aide quotidiennement au fonctionnement du réseau. Et puis ce réseau permet aussi des activités et organise des activités assez soutenues, comme des journées d'information 2 par an, avec des points d'actualité sur la réglementation qui, vous le voyez, est assez stricte, des points d'actualité sur le réseau et sur nos collègues dans les musées, ainsi que organiser des points sur des thématiques précises, les derniers étant les archives sur la sécurité des musées. C'est
un champ qui est d'actualité malheureusement et qui est un point assez sensible puisque souvent les plans des musées ou d'ailleurs d'autres types d'établissements peuvent comporter des données sensibles, mais aussi des points sur les archives des ressources humaines. Et prochainement, il y aura donc au programme d'archives en musée une journée sur les archives financières qui, elles aussi, peuvent être particulièrement intéressantes quand on s'intéresse à l'histoire d'un établissement. Enfin, des ateliers de travail sont organisés, des groupes restreints, et celui qui va bientôt se réunir aura pour thème les fonds d'atelier, puisque dans les fonds d'atelier, vous avez des archives très particulières, des archives personnelles d'artistes, qui demandent un traitement lui aussi particulier. Voilà, donc ce réseau permet de faire un lien, on l'a vu, on a des différences de vocabulaire, ça permet de faire un lien entre le monde des archives, entre le monde des musées, entre le service des archives de France et le service des musées de France, mais aussi le secrétariat général du ministère, et puis de nouer des liens avec d'autres institutions, telles que le Conseil international des archives ou le Conseil international des musées avec lesquels nous sommes en lien toujours très étroit. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, je n'avais pas de conclusion, mais ça tombe bien puisque je vais prendre une citation du professeur Brown dans Retour vers le futur, puisque je crois que c'est assez... voilà, ça sera le fil conducteur, en tout cas, de la matinée. Et le professeur Brown qui répond à Marty McFly en lui disant « Mais pourquoi, professeur, faire cette DeLorean pour remonter dans le passé ?» Et le professeur Brown lui répond « Pour élargir la perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses, et peut-être même trouver une réponse à cette question, pourquoi ?» Eh bien, je crois que c'est aussi pour ça que les centres de recherche sont faits, et c'est aussi pourquoi une partie d'entre nous sommes archivistes. Merci. Bonjour à tous. Alors depuis ce matin, on entend parler des archives du Louvre, les archives du Louvre. Vous devez mourir d'envie de savoir comment ça se passe à l'intérieur. Eh bien, je vais tout vous dire, ou presque. Il y a quand même des choses qu'on va garder pour nous. Sur donc, la place des archives au sein du musée. Je vais commencer par un petit historique, même si on a quand même assez largement abordé certains points, mais c'est important de savoir d'où on part et quelle est en fait la mentalité, la culture du musée par rapport à ces archives. C'est une question qui est ancienne, même si la fonction archive, vraiment en tant que telle, au sein du musée, a été créée en 2011. Le Louvre n'a pas commencé à se préoccuper de ses archives à cette période-là. Mais si on regarde en fait l'historique, ce qui peut expliquer aussi une certaine difficulté de compréhension de la part et des agents du Louvre et des personnes extérieures au Louvre sur les archives du musée, c'est qu'on a eu pas mal d'acteurs différents et des rôles qui ont parfois été un peu compliqués à comprendre, mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus clairs. Donc voilà vraiment un historique du Louvre très 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 schématisé et vraiment dans l'optique archive. Donc comme on l'a dit ce matin, très rapidement, on a eu la création d'un premier service d'archives, donc les archives des musées nationaux, mais on était encore à l'époque où le directeur des musées le directeur du Louvre était aussi le directeur des musées. Et donc, quand on disait les archives du Louvre, pour une partie, c'était effectivement les archives du musée du Louvre, parce que les archives produites par les départements de conservation du Louvre, mais pour une bonne partie, il n'y avait pas de distinction entre les archives du directeur des musées et les archives du directeur des musées en tant que directeur du Louvre, ce qui évidemment rend la frontière un peu compliquée. Ensuite, donc je fais un bond d'un siècle. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a un mouvement en fait d'autonomisation du musée par rapport au ministère, avec d'abord en 1968 la création, alors très honorifique à l'époque, mais quand même c'est un premier pas, d'une fonction de directeur du Louvre qui est exercée par le doyen des conservateurs, et puis surtout le lancement dans les années 80
1980 du chantier Grand Louvre, donc qui s'est traduit d'un point de vue architectural, muséographique, etc., mais qui a eu aussi en fin de course une traduction administrative avec la séparation vraiment juridique entre la direction des musées de France, qui d'ailleurs a à ce moment-là quitté le palais, et le musée qui est devenu un établissement public administratif. Donc là, en fait, pendant cette période-là, on a encore, on a l'apparition en fait de fonds d'archives vraiment spécifiques au Louvre, les fonds de la direction du musée du Louvre, les fonds de tous les nouveaux services créés à l'occasion de l'ouverture de la pyramide et de tous les espaces qui se trouvent en dessous, donc l'auditorium, etc., qui font que voilà, on a dans les archives on passe à une étape différente. Mais encore une fois, de manière intangible, c'est-à-dire que personne ne s'est dit, à partir de maintenant, on a des archives vraiment distinctes. Donc encore des mentalités qui reposaient sur le modèle ancien. Et puis donc, au 1er janvier 1993, le Louvre est devenu un établissement public. Donc là, vraiment, de manière claire et nette, les archives produites par tous les services du Louvre sont les archives du Louvre. C'est à ce moment-là que le fonds Musée du Louvre aux archives des musées nationaux est clos. Donc pour bien faire le passage en fait, à une nouvelle époque. Et le musée se pose la question de comment est-ce qu'on va gérer nos archives maintenant, puisque ce service d'archives de proximité ces fonctions-là pour ce service s'arrêtent. Qui va prendre la relève? Et alors là, donc on a à peu près 20 ans de réflexion, tergiversation, il nous faudrait un service d'archives, mais comment, mais pourquoi, qui ont donné lieu donc à pas mal de débuts de choses, à des rapports, à des projets, mais qui n'ont pas vraiment abouti, jusque donc, en 2011, avec la création d'une fonction archive et avec mon recrutement. Donc vous voyez que l'historique des archives au Louvre, c'est une histoire très ancienne, mais qui est faite beaucoup d'avancées, puis de retours, alors pas forcément retour en arrière, mais disons que voilà, on avance timidement, puis on s'arrête, et puis on recommence, et puis à un moment, le Louvre s'est lancé. Même si beaucoup de choses ont été faites dans les services, mais pas de manière organisée, structurée, et selon les règles que Vincent vient de vous présenter. Alors ensuite, comment est-ce que ça se matérialise aujourd'hui au sein du musée? Donc la fonction archive a été créée en 2011, donc vous voyez que ça nous fait du coup un petit arriéré à rattraper. Et la première chose à faire quand on arrive dans un établissement qui a une conscience de l'importance des archives, alors plus ou moins développée selon les services, mais quand même, il y a cette sensibilité-là, surtout dans les départements scientifiques, mais qui porte surtout sur les archives dites historiques. C'est-à-dire qu'on sent bien l'intérêt des archives en tant qu'utilisateur, mais on ne se rend pas compte qu'en tant qu'agent public, on est aussi producteur et que ces archives-là, elles sont tout aussi importantes. Donc le premier levier d'action, c'est justement de sensibiliser, de former, parce qu'en même temps, ça ne se devine pas tout ça. Et c'est à l'archiviste d'accompagner les services pour leur faire prendre conscience de l'importance de leurs archives et de leur bonne gestion. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la sensibilisation, des supports de sensibilisation, de formation, etc., qui nous ont permis en fait de poser le décor et ensuite de pouvoir mettre en place les outils de gestion donc, que Vincent vous a présentés pour les archives courantes et intermédiaires, en insistant sur le fait que les archives que les chercheurs, qu'ils soient internes au Louvre ou extérieurs ou externes, ces archives historiques, si elles sont là, c'est parce qu'à un moment, quelqu'un a fait quelque chose.
Et donc, comme on aime bien utiliser ces archives du 19e siècle ou du 20e siècle, nos successeurs du 22e siècle, ils aimeront bien consulter les archives que l'on produit aujourd'hui. Donc, c'est l'idée, quand on dit on va s'occuper des archives courantes, on va mettre en place un tableau de gestion, ça paraît très très éloigné du monde de la recherche. Ça peut paraître quelque chose de très administratif et d'un peu fastidieux. Mais en fait, pour avoir des belles archives historiques, eh bien, il faut déjà produire des archives courantes et bien gérer des archives intermédiaires. C'est quelque chose de continu. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui où beaucoup d'informations, parfois extrêmement précieuses, sont produites avec le numérique, où il y a une fragilité de la conservation dans le temps de l'information qui est extrêmement importante. Donc voilà, tout ça est un tout, en fait. L'archiviste voit en tout, c'est-à-dire qu'il voit un document, des notes qui sont prises aujourd'hui, et il se dit « Ah, dans 150 ans, ça pourra faire quelque chose de formidable pour le chercheur ». Donc ça, c'est vraiment un de nos moyens, un de nos leviers d'action extrêmement importants. La deuxième chose aussi était de rassurer sur le rôle du service d'archives et vraiment de clarifier la limite entre le rôle du producteur, le rôle de l'archiviste, le rôle de l'archiviste au sein du musée, le rôle de l'archiviste aux archives nationales, puisqu'il y avait une certaine crainte qui était légitime, mais en même temps infondée, que l'archiviste récupère toutes les archives intéressantes et les exploite, et que le producteur des documents soit coupé de son outil de travail et de ses sources, et que finalement on lui prenne ses outils de recherche pour s'en servir. Donc évidemment, ce n'est absolument pas ça l'objectif de la fonction archive, mais au contraire, ça a été, notre discours a été de montrer que quand les archives sont bien rangées, bien classées, bien connues, bien conservées, alors le producteur, justement, lui, il peut se concentrer sur ce qui lui est vraiment utile et sur son rôle dans le cadre de ses fonctions au musée, c'est-à-dire exploiter ces documents. Donc vraiment de travailler en bonne intelligence pour que chacun son métier, mais il faut qu'il y ait une confiance entre les deux, et c'est comme ça que les choses peuvent fonctionner. Troisième rôle, ça a été de résorber le passif, puisque donc, je vous disais, création en 2011. Alors beaucoup de choses avaient été traitées, soit dans le cadre des AMN, soit dans le cadre des services qui eux-mêmes avaient fait un certain nombre de choses, mais quand même, il y avait pas mal de passifs. Ces opérations, sur lesquelles je vous présenterai quelques exemples juste après, ont permis de gagner de la place d'un point de vue très pratique, qui permet aussi au service de mieux travailler, donc ce n'est pas non plus anecdotique, mais aussi de découvrir ou redécouvrir vraiment des fonds d'archives soit complètement inconnus, soit des choses dont on avait entendu parler, mais on ne savait pas trop où ils étaient, et donc de redécouvrir quelques pépites qui, du coup, alimentent aussi la recherche et peuvent parfois élargir les horizons des chercheurs. Et enfin, dernière modalité d'action dans cette petite sélection, parce qu'on fait encore plein d'autres choses, c'est de gérer ce que j'ai pudiquement appelé les événements exceptionnels. Nous avons connu une très grosse réorganisation au musée, suivie de beaucoup de déménagements. Et donc, ça a été aussi le moment, le moyen de justement s'appuyer sur toute cette culture archive que l'on avait un peu semée les années précédentes, pour faire prendre conscience que là, il y avait ce type d'événement, en fait, c'est toujours un peu risqué parce qu'on peut avoir la tentation de se dire j'ai des armoires entières, j'ai pas le temps, ça m'ennuie, je jette. Et ça, dans les déménagements et les réorganisations précédentes, c'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs reprises, et ça pose ensuite un vrai problème de lacunes dans les sources qui peuvent parfois être totalement impossibles à reconstituer. Donc là, ça a été d'accompagner au maximum pour justement repérer tout ce qui devait être conservé et appliquer les traitements qui convenaient. Alors, quelques exemples de collectes significatives qui vont vous donner une idée à la fois d'un certain nombre de choses que nous avons encore au Louvre et qui, à terme, rejoindront les Archives nationales, mais qui sont donc le complément de ce que les Archives nationales vous présenteront cet après-midi, et qui vous donnent aussi une idée des volumes.
on a par exemple tout le fonds donc, de la direction, alors la direction à partir des années 80, puis de la présidence du musée, donc aussi bien les fonds des présidents et les fonds des différents administrateurs, qui représentent quand même pas loin de 300 mètres linéaires, donc vous voyez que ça fait quand même du volume. Alors, il y a encore un peu de tri à faire, mais on aura sans doute beaucoup de choses qui resteront tout simplement parce que les fonds de la présidence sont assez complets, alors qu'on peut avoir justement des lacunes dans les fonds des services. Mais voilà, donc un fonds vraiment extrêmement précieux avec toutes les instances, tous les projets, tout ce qui remontait à la présidence. Et là aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, selon la personnalité du président, ce qui est traité en direct, ce qui ne l'est pas. Enfin, ça donne aussi, au-delà du contenu même des documents, ça donne un aperçu sur la façon de concevoir la direction d'un établissement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Deuxième exemple de collecte, on a tout un fonds de ce qu'on appelle au Louvre le pôle culturel, donc qui rassemble énormément de choses, le service des expositions, le service des éditions, le multimédia, le mécénat, la promotion, la fidélisation, l'auditorium, enfin voilà, vraiment quelque chose d'extrêmement important qui correspond à des archives qui commencent en 88-89 avec la préfiguration notamment des nouveaux espaces sous la pyramide et la création de l'auditorium, et qui vont jusqu'à ce jour, donc vraiment quelque chose d'un fond presque complet sur le sujet, et qui fera notamment l'objet de la prochaine journée Archives en musée sur les archives de la médiation culturelle, où le Louvre présentera avec les arts décoratifs les fonds le 26 mai, oui, qui sont conservés dans ces deux institutions. Autre exemple, celui des grands projets, puisque sur le grand projet Louvre, qui est le projet Grand Louvre, ce sont les archives de l'EPGL, donc l'établissement constructeur, qui sont la référence. Mais en revanche, pour les projets suivants, on a vraiment des fonds extrêmement complets, aussi bien d'un point de vue conception que d'un point de vue réalisation et mise en œuvre. Donc, par exemple, vous avez tous les projets à l'intérieur du palais, donc l'ouverture du département des arts de l'islam avec la construction des nouveaux espaces, le chantier mobilier 18e qui est en cours d'archivage, mais on en a déjà un petit morceau, et le chantier pyramide de rénovation en fait, des espaces sous la pyramide pour améliorer l'accueil par rapport à la fréquentation qui a explosé depuis la création de la pyramide. On a également tout, et ça c'est vraiment un fonds complet et extrêmement intéressant, toutes les archives de la délégation Louvre-Lens, donc qui était le service qui travaillait à la préfiguration de l'ouverture de Lens. Les archives du Louvre-Lens même n'étant pas dans le périmètre des archives du Louvre, mais voilà, on a toute la réflexion en amont, toute la mise en place des espaces d'exposition, les listes d'œuvres, etc., la médiation, la signalétique, enfin vraiment des choses extrêmement intéressantes. Et puis, alors le projet est vraiment à ses débuts, mais on a déjà des archives, parce que là aussi, c'est l'intérêt, vous voyez, d'être dans un établissement, de montrer en fait qu'on est un acteur de la chaîne et que les choses peuvent se faire de manière fluide. C'est que du coup, les services nous font plus confiance et du coup versent plus rapidement. Et donc, ça sécurise justement la constitution de ce fonds historique dont on sait qu'il va être extrêmement intéressant. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons reçu dès l'année dernière l'ensemble des offres qui ont été déposées pour le centre de conservation des réserves à Liévin. Donc 174 offres qui sont donc chez nous. Et nous avons reçu il y a quelques jours les grands panneaux de présentation des 5 candidats qui ont été retenus dans la dernière phase, donc des panneaux où chacun présentait ses projets. Donc voilà, on a la constitution de ce type de fonds en cours qui est extrêmement intéressant. Nous avons également retrouvé des fonds des travaux. Et donc, vous voyez qu'on dit les archives du Louvre, on se dit la fonction est créée en 2011, elle s'occupe des archives des années 2010. Mais en fait, non. On retombe, comme on a un arriéré qui est assez ancien,
on peut remonter vraiment assez loin. Et par exemple, pour les travaux, on a encore des archives Grand Louvre qui sont au sein du musée. Et là, ce fonds-là est un fonds volumineux, puisque les travaux, il y en a tout le temps au Louvre. Et puis parce que ce type de fonds est par nature assez conséquent. Donc on a à peu près 100 mètres linéaires de travaux. Et enfin, dans cette présentation, parce qu'on a plein d'autres choses, un travail particulier avec les départements, donc qui pour certains, selon les départements plus ou moins, avaient déjà versé pas mal de choses aux AMN, donc forcément ça n'était pas dans notre arriéré à traiter, mais on voit justement se développer les versements des départements, dont on pourrait se dire qu'il pourrait avoir une tentation de conservation en se disant ce sont nos outils au quotidien, mais par cette démarche de sensibilisation, de montrer en fait qu'on est là pour faciliter leur travail, on a à peu près la moitié des départements qui ont commencé à verser une partie de leurs archives. Donc essentiellement le chrono du directeur et les dossiers d'organisation d'exposition. Et là, on a des archives qui remontent aux années 20. Donc vous voyez qu'on peut remonter vraiment très, très loin dans le temps. Donc voilà quelques exemples pour vous montrer que un service d'archives au sein d'un établissement, il peut à certains égards paraître très très loin de la recherche, d'être quelque chose de très administratif, d'organisationnel, logistique aussi beaucoup. Mais en fait, c'est en prenant les choses en amont qu'on a des belles archives pour faire l'histoire. Donc faites attention à vos archives. Merci.